On est avec Thomas Dutronc en direct ce soir dans ce Loft Musique et le 2 mars, eh bien, ce sont les 30 ans cette année de la disparition de Serge Gainsbourg. Donc on va en parler avec Thomas évidemment, on va en parler avec Yves Bigot qui va nous rejoindre en quelques instants, avec Rislaine Selika et avec Marie-David qui a écrit aux éditions Plomb ce Gainsbourg intime adresse. Ce bouquin qui est orienté vers la demeure de Serge Gainsbourg et finalement le rapport qu'il entretenait avec cet endroit qui va d'ailleurs devenir un musée d'après ce que j'ai entendu. Est-ce que ensuite, en tout cas, souhaite sa fille pour que les gens se rendent compte de l'antre de Gainsbourg et qu'ils aillent dans cet endroit complètement magique et fascinant. Rislaine Selika, tu as voulu... Bonsoir Rislaine. Bonsoir. Merci d'être là. Alors c'est intéressant chez Gainsbourg parce qu'il y a tellement d'axes pour considérer, pour regarder son œuvre, qu'on peut de la période jazz... On voyage avec lui. On voyage, au tout début c'est une rythmique jazz très classique qu'il a, dans du jazz, dans le Ravin, dans mon 635 me fait les yeux doux, etc. Et puis au fil du temps, il s'imprègne de plein de choses. Et parmi les périodes assez identifiées, il y a la période reggae dont tu voulais nous parler, en fait. Absolument. Donc, Et afro. En 1979, donc, il décide de réaliser un album en Jamaïque. Donc Gainsbourg l'Éternel, l'auteur-compositeur, le cinéaste, le père, le king du sample, nous fait voyager dans les Caraïbes, à la Mecque donc du reggae. Il y a certaines personnes qui disent même que c'est le père du reggae français. Ah oui. Et exactement. Ah ben dans le timing, en tout cas, certainement. Enfin, je sais pas ce qu'en pense Thomas, mais il est arrivé à cette époque-là, bien avant Feu, Tonton David récemment. Oui, ou même Pierre-Paul Jacques. En tous les cas, il ouvre les portes. Ouais. Il nous fait découvrir donc le reggae et il réalise donc cet album en une semaine. Et on va écouter. Oui. Par exemple, Aux armes, etc. C'est ça ? Voilà, c'est ça. Écoutons. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras. Chanson qui fait partie des chansons provoques chez Gainsbourg, quoi. Celle-ci, c'était une chanson couillue, passe-moi l'expression, quoi. Ah oui, complètement. Oui. C'était dans l'album, ça Donc, album, aux armes, etc. C'est le titre éponyme. Absolument. Ouais. Et succès évident, c'est ça, grand succès. Ah oui, grand succès. Donc, en fait, il fait 1 million. 1 million de ventes, il est au top des charts. Et surtout, comme je vous l'ai dit, il a fait l'album en une semaine. C'est une interprétation complètement audacieuse. Et à ce moment-là, il a encore d'autres inspirations, mais on va découvrir encore un nouvel extrait. Ah oui, voilà, celui-là, on devine. Vous connaissez tout, celui-là, ouais. Je serai content quand tu seras mort, vieille canaille. Je serai content quand tu seras mort, vieille canaille. Et tu vois, Thomas, par exemple, oui, vas-y, c'est un thème des années 20, c'est marrant. Ah bon, c'est une reprise, c'est une adaptation, ça, Thomas? Ah ouais, je savais pas, dis donc. Ça s'appelle You Rascal You. Toi, espèce de canaille, quoi. Ah d'accord. Ah, excellent. Louis Armstrong chantait ça dans les années 20, ouais. Écoute, je savais pas. Mais même Django le joue, ça. D'accord. Mais en tous les cas, Gainsbourg, c'est le roi de l'appropriation quelque part. C'est une personnalité qui aime bien reprendre des sons, et c'est ce qu'on découvre aussi. Enfin, tout d'abord, je voulais dire qu'il collabore avec des choristes, donc les choristes des The Wailers. Donc les Wailers, c'était le groupe que Bob Marley avait fondé dans les années 60. Et ce côté vieille canal, on le retrouve parce que son envie en fait du voyage et des sonorités afro vient très tôt. En fait, Gainsbourg, c'est l'un des premiers à avoir fait un album de world music. C'est Gainsbourg percussion. Ah ouais, d'accord. Voilà, et donc aussi, c'est une œuvre qui est assez contestée, mais on va découvrir. Pourquoi contestée ?
Contesté parce qu'il a fait des reprises. Des emprunts, tu veux dire. Voilà, c'est ça. Ah ouais, mais alors ça, c'est toujours délicat de rentrer là-dedans, parce que dans le jazz, on fait beaucoup de citations, c'est tout le temps le cas, souvent. Tu veux parler de New York, USA, tout ça? Oui, c'est ça. C'est ça, en fait. Il a repris en fait des morceaux donc d'un artiste nigérien. Ah bon? Voilà, qui s'appelle Babatunde Olatunji, et donc ça fait quand même polémique. Mais ce qu'on peut quand même rendre à Serge Gainsbourg, c'est le fait qu'il a réalisé en 1964 un album, donc sur. On peut leur rendre beaucoup, hein, Serge. Voilà, donc c'est vraiment le premier album en musique. Non, j'imaginais un truc par rapport à ça. Je trouve que c'est assez dingue aussi. J'en sais rien. Je sais pas pourquoi, comment il a fait ça, mais j'imaginais un truc possible, c'est qu'il ait voulu rémunérer ces gens à qui il avait emprunté le titre, et qu'à l'époque, c'était peut-être tellement compliqué de faire un lien entre Niger et Paris. On était quand même très très loin d'Internet et tout ça. Je me suis dit peut-être qu'il est tombé sur des gens qui lui ont dit oh là là, laisse tomber, personne n'en saura rien, tu t'en fous. Enfin, je veux dire, on saura jamais, mais voilà, bon, c'était vraiment une autre époque, c'est ça qu'il faut. Ah oui, t'as raison. En tous les cas, il y a vraiment des belles pépites, et on va écouter donc un son emblématique de cet album. Ah oui. J'aime ta couleur. Ah là là, ça tue, bien sûr. Tes cheveux café. Ta gorge café. Avec ce mix des percus à gauche, c'est très particulier, c'est tellement identifiable parmi toute la musique qu'on connaît. C'est le son et le mix et la manière dont c'est travaillé qui est extraordinaire, quoi. Et très ambitieux à l'époque, quoi. C'est ça. Absolument. Très moderne. Donc c'est pour ça que, magnifique mélodie. Ah ouais, mélodie il y a tout là, il y a tout. Oui. Et d'une simplicité d'arrangement terrible, quoi. Voilà, donc vraiment Serge Gainsbourg, c'est un avant-gardiste. Il a ouvert les portes quelque part donc de ses sonorités d'ailleurs. C'est vrai. Il est allé fouiner, quoi. Il est allé chercher. Amoureux fou de ses sons. Et si vous voulez aussi vous plonger dans la vie et l'œuvre donc de Serge Gainsbourg, on peut découvrir une série de podcasts sur Gainsbourg Icône, donc qui a été réalisée par Vanity Fair. Et il y a aussi une exposition à la galerie Egoa. Donc même si on peut pas aller dans les musées, on peut aller dans les galeries. Donc les galeries sont ouvertes. Donc il y a le couvre-feu, mais donc il y a cette galerie dans le 7e arrondissement, et là on peut découvrir des photos mythiques de son intimité lorsqu'il était à la rue de Verneuil. Merci Rislaine, on va en parler de la rue de Verneuil. Thomas Dutronc, toi tu l'as fréquenté, tu as eu quand même ce bonheur immense d'approcher le maître, quoi, ce personnage hallucinant. Ah oui. Qu'est-ce que tu retiens de ces rencontres, et en quoi il a pu peut-être influencer ta démarche d'artiste à toi? Non, je pense pas, mais c'était un grand ami de ma famille, et puis il m'invitait souvent à dîner quand j'ai commencé à être ado. Il m'invitait de temps en temps, il pensait à moi, voilà, et on se voyait de temps en temps. Et moi, malheureusement, il est parti, j'étais très jeune, j'aurais bien voulu le connaître en étant adulte. Mais en même temps, quand on est enfant, on prend plein de choses, on absorbe des sensations, des sentiments, des sensibilités. Et voilà, et pour moi, c'était quelqu'un d'extrêmement raffiné, et de très tendre, très drôle, très intelligent, très complexe. Et évidemment, je me rendais compte que c'était un génie, et j'adorais sa musique. J'écoutais beaucoup sa musique quand j'étais ado. Mais voilà, on mesure plus encore, avec le temps, on se rend compte encore plus du fait, à quel point il est unique, quoi. Même si je le savais, on en fait la preuve tous les jours quand on rencontre pas d'autres Gainsbourg, quoi. Ouais, c'est ça. Et il y avait cette forme d'exigence comme ça aussi, de peut-être d'insatisfaction permanente, non? Je sais qu'à un moment donné, tu disais qu'à propos d'une chanson qu'il écoutait, il disait mais quelle merde cette chanson. Il avait quand même ce regard avec beaucoup de recul et cette exigence qui était constante, Thomas Dutronc, non? Sur ce qu'il faisait. Perfectionniste. Ouais. Écoute, je sais pas, je sais pas. Mais certainement, certainement. Très très cultivé, quoi. Je crois que quelqu'un d'immensément cultivé. Ah oui, il était brillant. Très brillant, très intelligent, et puis très travailleur aussi, à un moment forcément. Non mais bien sûr, évidemment. Mais voilà, moi c'est un sentiment plus de
de sa grande tendresse, de sa sensibilité. Il faut voir tout ce qu'il a écrit comme musique, comme texte. C'est un génie de poésie, de sentiments et de passion. Je voyais passer un article de Charlotte qui parlait de son père de manière très, très belle et très sereine, et il parlait beaucoup de ce côté passion chez Serge, qui fait écho un petit peu à ses origines russes, sans doute, mais je suis très fier d'avoir connu quelqu'un comme ça. C'est sûr que je sais pas, c'est ce qui me rend difficile, je sais pas. Nous accueillons à l'instant Yves Bigot. Merci d'être là, Yves. Bonsoir. C'est très sympa d'être passé nous voir en ce jour de célébration des 30 ans de la disparition de Serge Gainsbourg. La France est touchée de la même manière, j'allais dire, par la mémoire de Gainsbourg, ce qui en fait quand même un artiste très singulier. Tous les artistes français qui ont une œuvre comparable n'ont pas la même pérennité, la même durée dans le temps. Gainsbourg, il est resté intact dans la mémoire des Français. Comment on explique ça, Yves Bigot ? Parce qu'il était moderne. Ouais. Et qu'il a toujours voulu être à la pointe de ce qui se passait dans le monde. C'est pour ça qu'il était fasciné par l'Angleterre, qu'il était fasciné ensuite par l'Amérique, qu'il voulait toujours enregistrer avec les meilleurs musiciens possibles. Et parce que son talent, en même temps, il n'est pas le seul artiste français à avoir du talent, mais il y en a peu qui en ont autant que lui. Et justement, c'est clair, un talent très particulier. Et puis alors, pour ce qui est de l'affection, au-delà de la qualité de tout ce qu'il faisait, je pense que s'il touche autant les Français et aussi longtemps, y compris ceux qui ne l'ont pas connu, qui pour certains n'étaient pas nés quand il est disparu il y a 30 ans, c'est que on ressent dans son personnage, dans ce qu'il écrit, évidemment dans les images, quand on le voit, on perçoit sa timidité, sa fragilité, cette espèce de souffrance intérieure, évidemment qu'il sublimait par de la provocation, par de la transgression, mais je pense que tout le monde arrive à percevoir justement quel gars c'était. Et quel gars sympathique à fréquenter comme ça dans la vie, et pas dans la vie amicale, dans la vie professionnelle. Moi, en l'occurrence, de journaliste à artiste, c'était quelqu'un d'extrêmement humble, hâbleur aussi, mais quand il était hâbleur en expliquant qu'il était le meilleur, etc., on voyait bien, c'est un peu comme les rappeurs, on voyait bien qu'il se disait, jeu, bien sûr. Qu'il disait ça à lui-même pour essayer de s'en persuader, parce que justement, il n'en était pas si certain que ça. Après, un de ses génies, au-delà de vraiment sa qualité de versificateur, qui est absolument inouï, je veux dire techniquement, c'est un technicien stupéfiant des vers, mais c'est aussi, il a su extemporiser toute la matière littéraire, poétique et musicale des 2 siècles qui l'ont précédé, mais les mettre dans un contexte nouveau, différent et moderne. Ça en fait, d'une certaine façon, le seul équivalent dans le monde du rock que je peux voir, c'est David Bowie, qui pratiquait un peu de la même manière. Alors, auquel on pourrait, comme parfois à Gainsbourg, reprocher que son talent n'est pas totalement original, mais qu'il recycle beaucoup les autres. Mais recycler les autres avec un génie pareil, c'est un talent équivalent de ceux qui recyclent. Et c'est bien qu'on parle de ça, parce que le rap fait beaucoup ça, et c'est bien de le dire, de le souligner. Le rap va chercher des sons, va chercher des choses qui ont existé, qu'on remet au goût du jour. Et une des facettes du rap, c'est ceci, qui favorise la transmission et la culture patrimoniale, j'allais dire. On touche aussi... c'est autre chose quand même. C'est autre chose quand même. Ça relève plus du côté DJ que du côté compositeur mélodiste. C'est quand même différent. Ouais. C'est pas pour rabaisser mais voilà, c'est quand même plus compliqué d'être mélodiste. Ouais, oui, en même temps, quand il va chercher Chopin, il cite Chopin, il reprend Chopin. Dans Lemon and Zest, par exemple, c'est Chopin intact. Il est allé chercher des mélodies, effectivement, dans toute la culture classique européenne, mais il est aussi allé chercher ça en Afrique. Il est allé. Moi, je me souviens qu'il était arrivé un jour dans une émission que je présentais sur une radio dite périphérique à l'époque. Laquelle ?
Europe 1. Ah, ça me dit un truc. C'est une radio qui existait. Qui était numéro 1. Qui n'existe plus alors. Donc, elle existe toujours, mais elle était numéro 1 quand j'y étais. D'accord. Ah, ça c'est bien vu. Je ne sais pas s'il y a de rapport, mais en tous les cas. Je me souviens qu'il était venu faire une émission, qui était un de ses fantasmes. Il voulait faire une émission qui serait sa version à lui du Chien des Baskerville. C'était un truc qu'il voulait, un peu d'épouvante, la nuit, etc. Mais il avait amené la musique qui allait avec, et puis il déclamait des textes, du Lautréamont, du Baudelaire, etc. Mais il avait amené de la musique, et puis donc il avait amené notamment ce formidable album de Babaté Olatunji, percussionniste nigérian. On en a parlé tout à l'heure, sur lequel il a pompé. C'est ce qu'on a dit. Pour son œuvre Gainsbourg Percussion. Ouais. Voilà, exactement. Et qui est sorti quand même en 1964. Oui, bien sûr. C'est vraiment. Ça a été suffisant à l'époque là. Il faisait un clin d'œil. Tu vois, mon petit gars, c'est là-dessus que j'ai piqué tout un album entier. Vieille canaille, c'est ça. C'est vraiment ça. Non, mais donc il le disait, il le revendiquait. Et il faisait ça avec talent, parce que c'est vrai que New York USA ou Couleur Café, ça ressemble pas à Jingo Loba, même si c'est fait avec les rythmiques de Jingo Loba. Oui. Non, mais c'est vrai, c'est clair. Mais en même temps, ça fait partie du personnage, cette espèce de provocation tout le temps, de cet entretien, parce qu'il a su quand même créer un personnage. Est-ce que Thomas Dutronc, Yves Bigot, est-ce qu'il l'a créé de manière consciente, ce personnage, en fait? Est-ce qu'il y avait ce calcul, cette manière comme ça d'avoir peut-être un peu de recul, du coup, parce que quand on a une marionnette, on a de la distance avec soi. Est-ce que vous pensez que c'était une volonté, ça, ce personnage gainsbourgien? Sûrement un petit peu. À la fois oui et non. Yves répond. Yves Bigot. C'est marrant parce qu'aujourd'hui j'étais avec un chauffeur qu'on connaît depuis longtemps et qui a bien connu Serge à l'époque, qui a une soixantaine d'années, qui a beaucoup transporté Serge quand il était tout gamin, tu vois, il commençait, donc il avait plein de souvenirs émus de Serge. Une fois, il se retrouve à passer chez lui, ce chauffeur avec Serge, sur la route de je sais plus où. Et en fait, il arrive, il disait, il n'avait pas beaucoup de sous, d'ailleurs, il disait, j'en ai toujours pas, mais il avait 2 fils de fer pour fermer son portail, Joe. Et Serge a vu ça, il lui a fait un chèque, et il a dit, mais attends, tu t'es trompé, là, t'as mis un 0 de trop. Non, mais la prochaine fois, tu mets un portail. Il était d'une générosité, il distribuait quand même les Pascal. Et ça, on le dit pas trop, on l'entend pas trop, mais moi, je l'ai vu combien de fois, il prenait un taxi, il donnait 500 balles de pourboire. C'est l'équivalent de 500 € aujourd'hui, quoi. Il prend un taxi, il y avait une course à 15 €, il laissait, je sais pas, 200 €, quoi, l'équivalent. Dès qu'il croisait un type dans je sais pas, j'ai entendu dire les éboueurs aussi. Il allait tout le temps chercher des mallettes de billets pour les distribuer comme ça aux gens. C'est un détail, mais c'est de la générosité au-delà de se créer un personnage, quoi. Je sais pas. Yves Bigot, le personnage Gainsbourg. Moi, je pense que c'est la timidité. Et donc de se créer un personnage qui, lui, n'est pas timide, et lui n'a pas peur, et lui montre justement qu'il transgresse, parce que en réalité, c'est quelqu'un. Moi, je pense que Serge, il a surtout beaucoup souffert de ne pas être reconnu et devenir une star à l'âge où il aurait voulu l'être. Plutôt. Parce qu'il faut bien comprendre qu'à part les succès qu'il a eu pour d'autres, c'est-à-dire à part Je t'aime moi non plus, et à part Poupée de cire, Poupée de son, et quelques tubes pour des chanteuses, lui, son premier album qui a été un vrai succès, c'est Aux armes, etc. C'est en 1979. Il faut bien dire que l'histoire de Mélodie Nelson, qui aujourd'hui est considérée comme un classique absolu, y compris dans le monde anglo-saxon, qui se retrouve dans les listes des 100 meilleurs albums de tous les temps en Grande-Bretagne ou aux États-Unis. C'est un album dont il a vendu moins de 15 000 exemplaires. Et s'il n'y avait pas eu le succès de Je t'aime moi non plus, Philips lui aurait rendu son contrat à ce moment-là. Donc il savait la qualité de ce qu'il écrivait, de ce qu'il enregistrait. Et le fait de se prendre des échecs pareils dans la tête, ça l'a beaucoup marqué. Alors parlons même pas de Rocker and the Bunker, cet album absolument incroyable que personne n'oserait publier aujourd'hui. Mais voilà, mais c'était bide sur bide. L'homme à tête de chou, ça n'a pas été un succès. Alors oui, les titres passaient en radio, donc il avait un peu d'argent à la SACEM. Je veux dire, il n'était pas miséreux ni misérable, mais
il était extraordinairement frustré de ne pas avoir ce succès jusqu'à cette fameuse Marseillaise en reggae. Ouais, c'est ça. Et puis souvent, c'est souvent le cas de plein de groupes, de plein d'artistes, d'être connus par des chansons qui ne sont pas symboliques selon eux de leur répertoire, de leur œuvre globale. Et des espèce de malentendu, quoi. Moi, je parle souvent avec mon ami Majid Cherfi qui a écrit Tomber la chemise pour Zebda. Il a fait tout un tas de chansons merveilleuses de Zebda, et celle qui émerge, c'est Tomber la chemise, et qui fait devenir de Zebda, qui est un groupe de revendications, voilà, d'écriture profonde, espèce de groupe comme ça léger, de festif, où on tombe la chemise et il se passe rien d'autre, quoi. Ouais, mais ça, il faut. Alors, ça, c'est difficile pour les artistes, c'est très frustrant. Mais il faut apprendre à accueillir le succès, même quand c'est pas celui qu'on souhaite, avec grâce. C'est vrai. Et c'est pas facile. C'est joli. Mais il faut savoir le faire. Thomas Dutronc, toi, tu l'as accueilli les bras ouverts, le succès, là, depuis qu'il t'envahit ta vie. Toi, t'as pas été regardant sur le succès, hein. Tu l'as pris comme il venait, toi, Thomas. Moi, je suis de la génération d'après, on va dire. Je suis déjà. J'ai pas cherché ça, mais j'ai cherché plutôt à faire des choses bien, à essayer d'être quelqu'un de bien avec mes données. Voilà, mon père a mis le bar haut, comme je le dis tout le temps. Donc c'est vrai. Ah ouais, elle est bien celle-là, je la connaissais pas, mais c'est clair. Mais t'arrives à y accéder quand même, hein, effectivement. T'as trouvé les clés. Écoute, voilà, on fait ce qu'on peut, on essaye d'être quelqu'un de bien. Juste quelqu'un de bien. Marie-David est avec nous. Elle publie chez Plomb, Gainsbourg, Intime Adresse. C'est intéressant cet axe. Bonsoir Marie. Vous êtes réalisatrice de documentaires, de reportages pour la télé. C'est en réalisant un documentaire sur Gainsbourg que vous êtes passionnée pour la relation qu'il entretenait à sa maison. Qu'est-ce que vous avez découvert dans cette relation, dans ce lien, Gainsbourg et rue de Verneuil, Marie? En réalisant ce documentaire, dans lequel d'ailleurs... auquel j'ai rencontré Thomas, on s'était rencontrés. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont eu la chance de pénétrer rue de Verneuil, et personne n'en est ressorti indemne, j'ai envie de dire. Donc je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose. Et il y a eu un parti pris de raconter la vie, une tranche de vie de Serge Gainsbourg à partir du moment où il a il fait l'acquisition de la rue de Verneuil et jusqu'au moment où il y décède, puisqu'il meurt chez lui dans une solitude absolue. J'ai trouvé ça assez intéressant. Et ce que disait Bigot, c'est ça, c'est rue de Verneuil, il essuie aussi tous les revers de ces albums qu'on trouve aujourd'hui totalement incroyables et qui ne marchent pas. Il vivra pendant 10 ans rue de Verneuil avec Jane Birkin, qui sera une interprète formidable, qui elle rencontre le succès même au cinéma, et il vivra aussi beaucoup dans l'ombre comme ça. Et je pense que le personnage qui va se créer aussi, c'est pour exister, parce que ce grand timide a besoin d'amour, il a besoin du public. Et du coup, voilà, créer un personnage qui fait des frasques qui dérapent, ça fait le jeu des médias, et il jouera ce jeu assez sinistre des médias. Ouais. Yves Bigot, ce rapport à la maison, vous y êtes allé chez Gainsbourg? J'y suis allé une fois, oui. Ouais. Alors, quel souvenir vous en gardez? Que tout était noir. Ah ouais. Et puis que c'était un mausolée à lui-même qu'il avait fait de son vivant, parce que toutes ces icônes étaient exposées, son piano laqué avec une photo de Sid Vicious posée dessus, poster de Bardot qu'il avait d'ailleurs après emmené dans sa loge du Casino de Paris. Et puis tout, la sculpture, l'homme à tête de chou, qui était là aussi juste à l'extérieur. Ouais, c'était son antre. Et en fait, la raison pour laquelle il souhaitait, ce qui est très rare chez les artistes français, faire les interviews et faire les tournages chez lui. C'est très très rare. C'est un truc, les Américains font ça tout le temps. En France, on fait pas ça parce que c'est privé, on n'aime pas. Lui, il voulait le montrer parce que il avait l'impression que ça communiquait de qui il était, de comment il était, et de son esthétique qui s'étendait aussi à ce qui donc va devenir la maison Gainsbourg, le musée qu'a souhaité Charlotte. Et c'est une très bonne initiative, ça aussi en France, on n'a pas l'habitude. Ça prouve une fois de plus son entièreté en fait, le fait qu'il donne, qu'il est vraiment généreux, il donne de sa personne, de son univers. C'est encore une preuve en fait de son entièreté en fait. C'est vrai, là il y avait peut-être aussi de l'exhibitionnisme. Pas nécessairement de la générosité, sauf à ce qu'on considère que l'exhibitionnisme soit de la générosité. Oui, ça peut dans certains cas. Dans certains cas, ça peut. Soyons généreux. Je ne m'avancerai pas sur ce terrain.
Les naturistes interpréteront ce propos de Yves Bigot. Vraiment, si vous avez chassé, elle est pour toi, celle-là, Thomas. Chasser le naturiste, il revient au bungalow. Bien sûr. Je la connaissais. Tu la connaissais. Raté, merde. C'est pas grave. Marie-David, vous évoquiez la fin de Gainsbourg et cette solitude terrible, violente. Quand j'ai lu des choses là sur l'actualité avec les 30 ans de la disparition de Gainsbourg, ça fait froid dans le dos. Il était tout seul à la fin, avec cette maladie, avec la greffe qu'il avait eue. C'est glacial, ce récit. Vous l'évoquez également, Marie-David. C'est une fin un petit peu triste, mais il a, cherché aussi à une forme de solitude. Il s'est longtemps noyé, pas que dans l'alcool, mais dans le bruit, dans la nuit, et à un moment il était fatigué et je crois que il est parti, c'est comme ça qu'il est parti. Tout le monde a trouvé ça totalement incroyable parce que Jane Birkin, qui avait acheté une petite maison à Cresseveuil, il disait qu'il avait horreur du gazon, quoi. C'est-à-dire que dès qu'il voyait un peu d'herbe verte, ça le mettait dans tous ses états, il fallait qu'il retrouve le bitume parisien, etc. Et contre toute attente, à la fin de sa vie, il partira quelques mois chez Marc Menot en Bourgogne, se reposer et il va beaucoup apprécier de se mettre au vert comme ça. Oui, alors, il est censé ne pas boire, il ne tiendra pas toujours toutes ses promesses, mais quand il revient à Paris, en tout cas c'est pas moi qui le dis, mais les personnes que j'ai pu rencontrer et qui l'ont connu vraiment sur cette dernière période de sa vie disent qu'il rentre rue de Verneuil, mourir rue de Verneuil. C'est un petit peu les oiseaux se cachent pour mourir, soit. Il rentre chez lui et il va s'éteindre chez lui. D'accord. Et il est dans une solitude absolue, mais il cherche aussi à être dans cette solitude-là. Quel est le rapport finalement dans la création, la créativité qui est celle d'un artiste avec l'endroit où il vit, où il habite? On pourra dire éternellement que Francis Cabrel écrirait pas les mêmes choses s'il était né à Lille ou à Tourcoing ou à Marseille même. Je vais pas citer que du Nord parce qu'Aimé vont dire tu fais une espèce d'ostracisme là. Mais il y a quand même ce rapport qui existe. Vous y croyez tous autant que vous êtes ici autour de la table à ce lien entre la matière, j'allais dire, et la pensée? Finalement, entre cette interaction, elle existe, Yves Bigot, l'interaction matière-pensée? Ah ben, les Beach Boys auraient pas pu être allemands. Ça sera tout pour ce soir? Non, mais c'est l'exemple parfait. Les Beach Boys, ils incarnent le soleil, la Californie, les filles en maillot de bain, le surf, etc. Ben oui. Gainsbourg incarne Paris. Oui, mais moi je pensais plus du lieu, de la pierre, de l'endroit où on est, où on habite. La pierre de la rue de Verneuil ou la pierre de la maison corse de Thomas Dutronc. Est-ce qu'elle influence la création de cette pierre? C'est son nom, c'est son univers, c'est comme il expliquait Yves Bigot, c'est tout ce qu'il mettait, je veux dire, autour de lui. Il y a quelque chose même de spirituel en fait. Oui, voilà, c'est un peu ce que je voulais dire. Côté mystique comme ça. Thomas, tu vois ça comment toi? Parce que derrière, là, quand je te vois, il y a un flipper, un bar, si tu veux. Donc je me dis que la pierre, elle y est pas là, je la vois pas. Hein. Je vois la bière, mais pas la pierre. Ouais, pardon. Ouais, c'est les bonnes vibrations, quoi. Good vibrations, yeah. Oui, c'est ça. Mystique. Mais d'accord. Et Marie-David, donc, il avait construit cet endroit pour justement être en interaction permanente avec lui et pour certainement pouvoir être enrichi tout le temps, être influencé, être inspiré. Marie, il y avait aussi cette volonté certainement ou cette évidence. Je ne sais pas, mais en tout cas, je ne sais pas si c'était le projet au départ. Je pense que c'était un projet de vie, mais après, comme j'ai le sentiment, comme tout ce qui va un petit peu toucher, il va le façonner. Et c'est vrai que la rue de Verneuil, on a le sentiment que c'est une espèce d'œuvre d'art qu'il a construit comme ça. Il y a des objets personnels, il y a beaucoup créé. On dit que pour faire l'album de Vanessa Paradis, il va un temps à l'hôtel. Il s'éloigne de la rue de Verneuil, il essaie de ne plus boire, il a donné des consignes au barman, etc. Mais il ne va pas pouvoir écrire. Il doit revenir rue de Verneuil et c'est là qu'il écrit l'album de Paradis, qui est peut-être pas le meilleur, etc. C'est pas la question. Mais en tout cas, il est au milieu de ses objets, de ses pianos, et on dit qu'il y est bien, en tout cas. C'est sa source. Il l'avait acheté à l'origine, la rue de Verneuil, pour y vivre avec Brigitte Bardot. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais. Et c'est avec son père qui avait trouvé cet endroit. Et puis la séparation
survenu avec Brigitte avant même qu'elle puisse jamais y mettre les pieds. Ouais. On fait une petite pause, on revient une petite 5 minutes pour finir l'évocation de Serge Gainsbourg, parce qu'Yves Bigot est arrivé un peu en retard parce qu'il était très très pris aujourd'hui. Serge Gainsbourg, Yves Bigot, il faut être sur les plateaux, aller témoigner, hein, Yves. Alors, un peu quand même. Il y a plus mon job, surtout. Vous avez un travail, Yves Bigot, d'accord. Là, j'arrive d'un tournage de télé, donc c'est pour ça dure toujours plus longtemps que ce qui est prévu. On est bien d'accord. On revient juste après ça, ne bougez pas. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Vrai Sud Radio. Parlons vrai. Abri Sud. Le bonheur plein sud. Le bonheur c'est quand j'ouvre mon abri de piscine Abri Sud pour une baignade avec les enfants. À nous le confort et la sécurité du numéro 1 français. Non. Et comme l'eau est plus chaude, on profite de la piscine du printemps à l'automne. Voilà, c'est ça notre bonheur Abri Sud. Abri Sud. Le bonheur plein sud. 21h sur Sud Radio. Parlons vrai. Tout de suite, les infos avec Émilie Guébleu. Non, il n'y a pas d'infos. C'était une farce. Il n'y a pas d'infos à 21h, Ibigo. C'était une farce. C'est pour voir si vous suiviez. Pas d'infos. Les infos, c'est la seule. Ça me fait bizarre, moi, qu'il n'y ait pas d'infos à l'heure. Mais oui. Alors, les infos sera demain. Parce que l'info principale du jour aujourd'hui, c'est les 30 ans de la disparition de Serge Gainsbourg, qu'on évoque notamment avec Thomas Dutronc, avec Rizlaine qui est là, avec Marie-David qui a écrit Gainsbourg, intime adresse, et avec vous ou toi, Yves Bigot. Il a acquis une notoriété, tu me le disais juste à l'instant, au-delà de l'Hexagone, du coup, parce qu'il est repris, il a impulsé quelque chose qui dépasse la France, alors qu'au début, c'était pas le phénomène. Hein. Mais maintenant, oui, qu'est-ce qui a fait ce déclic, en fait, Yves Bigot, alors, du coup ? Alors, par 2 fois, il avait dépassé les frontières, mais par intermédiaire, par interprète interposé. Une fois, c'était en gagnant l'Eurovision pour France Gall avec Poupée de cire, Poupée de sang. Et puis, Je t'aime moi non plus, qui a été un énorme succès, notamment au Royaume-Uni. Ouais. Mais il aurait adoré connaître le succès qu'il n'a pas connu, donc c'est-à-dire le succès posthume, parce qu'il est devenu une sorte d'icône dans l'ensemble du monde anglo-saxon. Ces morceaux sont repris, ils sont énormément samplés par les rappeurs. Alors certes, en France, MC Solar et d'autres l'ont fait, mais il a été samplé à gogo par De La Soul et par d'autres rappeurs. Les artistes britanniques ont largement repris ces chansons et lui ont consacré d'ailleurs un album en hommage. Plusieurs d'entre eux. Mick Harvey, qui était un des musiciens principaux de Nick Cave, a consacré 2 albums entiers à des reprises de Serge Gainsbourg. Et puis alors, il est aussi salué. L'histoire de Melody Nelson se retrouve dans tous les référendums de la presse anglaise et américaine comme un des 100 ou 200 plus grands albums de l'histoire de l'industrie. Et pour donner un exemple, Beck sur son album Sea Change, a réutilisé les arrangements de cordes de Melody Nelson, ceux de Jean-Claude Vanier en l'occurrence. Mais donc c'est dire qu'il a vraiment infusé. D'ailleurs, il y a une très belle biographie qui lui a été consacrée en anglais par Sylvie Simmons, une remarquable journaliste qui travaille pour le mensuel Mojo. Notamment, donc c'est quelqu'un qui aujourd'hui est absolument admiré dans la totalité de ce monde qu'il rêvait de séduire. Thomas Dutronc, vas-y. Non, parce que tu sais, on a fait cet album La Frenchie avec des morceaux français qui ont fait le tour du monde, et il y a certains morceaux, on se disait, il faudrait vraiment faire un disque avec les morceaux français qui auraient dû faire le tour du monde, parce que par exemple la javanaise, c'est fou, que c'est tellement magnifique comme mélodie, c'est imparable, c'est vraiment universel. Et ça, on comprend pas pourquoi c'est pas connu dans le monde entier. Ça pourrait tout à fait, ça aurait tellement pu être un succès immense dans les années 60 ou 70 aux États-Unis et partout. Il y a vraiment des titres comme ça qui sont passés à côté pour on ne sait pas quoi, mais qui ont vraiment la valeur, c'est sûr. Et Serge, il y en a plus d'une. Je suis venu te dire que je m'en vais, tout ça, des choses tellement belles. Alors au-delà de l'arrangement.
Oui, bien sûr. Tu montres quel disque, mon Thomas, là, je vois pas bien, parce que là, non, écoute, c'était juste pour faire déco. J'ai un bouquin chez moi. J'avais celui-là sous la main, c'est tout. Ah, mais c'est bien, t'as le souci de la déco, du décor de télé. Thomas, il pense à tout. Il est incroyable. Il pense à tout. Bon, alors là, attendez, pour finir cette émission, je vais vous faire jouer. On va jouer tous ensemble. Marie est là, Thomas est là, Yves est là, Rislaine est là. Vous allez reconnaître des chansons. Je me mets au piano. Attention, Bigot, il faut buzzer. Vous tapez sur la table, ça va le faire. Sur le micro. L'idée, sur ce que vous voulez, tapez. L'idée, c'est de reconnaître une chanson. Je prends une musique de Gainsbourg, mais je mets un texte d'une autre chanson de Gainsbourg sur cette musique. Donc il faut reconnaître la chanson dont est extrait le texte. Attention, Thomas, en principe, t'es super fort à ça, Thomas. À chaque fois qu'on l'a fait, t'as toujours gagné. Alors là, je prends la javanaise et je mets le texte d'une autre chanson de Gainsbourg. Vous trouvez laquelle il s'agit. Ça rentre avec le chausse-pied, comme va dire l'autre des fois. C'est pas grave, attention. Hop. Écoute, c'est toi qui conduis ou moi. C'est moi, bon, alors tais-toi. Y a du whisky, du whisky dans la boîte à gants. No comment. Et des américaines, t'as qu'à taper dedans. C'est pas No Comment. Alors, non, c'est pas No Comment. Hein? Yves Bigot, on essaie. Non, je sais pas, mais ça, de toute façon, c'est totalement confusant ce que tu fais, parce que le principe de la mnémotechnie, c'est que les notes de la mélodie font le penser au texte. Ouais. Ben, surtout et permettent de le retenir. Et donc là, tu nous fous le bordel. Et je fous le bordel. Qui a trouvé Marie? Thomas. C'est un morceau ancien, le premier album, je crois, où il y a le Poinçonneur des Lilas, en version. Période très jazz, ouais, très jazz. Américaine et tout ça. On vérifie. Je vois plus. Ah, vas-y, Thomas. On vérifie. Non, je vois pas, mais je pensais que c'était un des premiers trucs aussi. Ouais, c'est un premier truc. On vérifie. Écoutez, ça va vous revenir là. Écoute, c'est toi qui conduis ou moi? C'est moi. Bon, alors tais-toi. Comment il s'appelle celui-là déjà? Du jazz dans le ravin. Ah oui, extraordinaire. Ça, j'aurais pas pu. C'est là où il y a Camon 635 me fait les yeux doux. Camon 635 me fait les yeux doux, etc. C'est un album fabuleux. C'est en trio, hein, c'est basse, guitare, chant, je crois. Hein, c'est très très sobre comme réalisation cet album. C'est là où il y a chez les yéyés et tout ça? Ouais, absolument. Il y a ceci aussi. Black Trombone. Il y a exactement, il y a Black Trombone aussi. Ceci, attention, là vous pouvez vous rattraper. C'est sur Elisa, sur Elisa. Ah, génial. Il tombe des bombes, ça boum sur boum, sublime des plombes, que ça tombe, un monde immonde s'abîme, da la da la da da da. Ah. Bon, alors ça, c'était Elisa. Des bombes, ça boum sur boum, sublime des plombes, que ça tombe, un monde immonde s'abîme. Ah, j'adore cet exercice. Et vous connaissez ça? C'est compliqué. C'est super dur, hein? Mais non, c'est pas pourri, enfin! C'est pas pourri du tout. Non, pas l'interprétation. J'ai compris. C'est vicieux. C'est vicieux. J'aime, je suis. Pulmarine, c'est pas Pulmarine? Non, c'est pas Pulmarine. Vérification, et c'est pas les plus connus, hein, vérification. Oui, ça. Mais bah oui, ça. Sublime. Que ça tombe, un monde immonde s'abîme. Et vérification maintenant, on va le titre maintenant. Rock around the bunker. Okay. Ça c'est aussi ancien. Et sur celui-là, celui-là, alors Rock Around the Bunker, je te déconseille de faire toutes les chansons. Sinon, nous allons avoir le CSA au téléphone. Alors celle-ci, facile, dès les premiers mots vous trouvez, c'est sur la chanson de Prévert, attention. Écoute, attends, c'est en la mineur. Écoute les orgues, elles jouent pour toi. Facile. Il est terrible cet air-là. Oui,
évidemment, on connaît que ça. Mais oui, vérification Thomas, vas-y. C'est quoi? Requiem pour un con. Yes, bravo. Bravo Thomas. Ouais, Thomas, Heureusement que t'es là, Thomas. T'as relevé le niveau, Thomas, parce qu'on était mal, quoi. En tout cas, mais les autres, c'est vrai mais c'était pas facile non plus. Ça fait 1000 ans que je les avais pas écoutés, celle-là. Et oui, parce que ces premières chansons de Gainsbourg, elles sont d'abord anciennes, mais en plus, elles sont sorties parce qu'elles ont une esthétique musicale, une matière musicale qui est pas diffusée, qui existe quasiment plus. C'est guitare, contrebasse, chant. C'est assez austère, quoi. Hein, donc, c'est trio de jazz, hein, en fait. C'est un trio de jazz qui passe pas dans les radios. À part sur Sud Radio, je dirais les bonnes radios, mais sinon, ça passe pas. Et ça correspond à ceux qui jouaient plus ou moins dans les cabarets. Hein. Exactement, exactement. Et si vous voulez du bon acoustique, bien comme il faut, avec un quartet magnifique, Rocky Gressé à la guitare, Yves Bigot, je vous recommande, Eric Lénini au piano, Thomas Bramery à la basse, Denis Benaroche aux drums, avec un peu d'additionnel, un peu de trompette, des cordes, avec Marc Berthoumieux à l'accordéon, avec Jane Birkin, Jacques Dutronc, Eddie Mitchell, Clara Luciani, Étienne Dao, Iggy Pop. On disait que ça, c'était une qualité de Thomas. Il essayait d'aider les jeunes artistes qui avaient du mal. Donc, Iggy Pop, Diana Krall, il les a pris sur l'album pour leur filer un petit coup de main. Stacey Kent, etc. Et lui aussi. Et tu disais quoi, Thomas? Et lui aussi, regarde. Oui. Absolument, oui. Et il n'y a pas Billy Gibbons là-dessus aussi? Si, il y a aussi Billy Gibbons. Absolument. Ouais, c'est ça. Jeff Goldblum et Billy Gibbons. Ouais, c'est du beau monde. Moi, je suis Thomas depuis son premier disque. Hein. Et ouais, eh bien oui, on vous le recommande. C'est trop gentil. Cet album. Et puis il y aura des concerts les 1er et 2 juin 2021 au Folies Bergères de Paris et la méthode de guitare disponible sur le store de Thomas Dutronc. Gros bisous, mon Thomas. Merci d'être passé dans le loft. Merci, Yvan. À tout bientôt. C'est un plaisir. Bravo Yves et merci Marie. Merci, bonsoir Thomas. Salut mon Thomas. À tout bientôt. Au revoir, à bientôt. À bientôt. Merci Marie. Ça s'appelle Gainsbourg, intime adresse aux éditions Plomb. Et c'est le lien qu'entretenait Gainsbourg avec sa maison au 5 bis rue de Verneuil qui va bientôt devenir un musée. Merci Marie d'être passée dans le loft. À tout bientôt. Merci Rislaine Selika d'être venue pour nous montrer le reggae et le raga et dans l'œuvre de Gainsbourg. Et merci Yves Bigot d'être passé par le loft rapidement pour évoquer cette pierre fondamentale du patrimoine musical français. Ah ouais, on n'est pas prêt de l'oublier. Non, absolument. Merci à toi en tous les cas. Merci d'être passé Yves Bigot. Dans quelques secondes, Jacques Pessis. Merci à vous, bonne soirée sur Sud Radio évidemment. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous êtes le petit-fils d'un acteur dont le physique rappelait un cheval, mais qui n'a jamais ménagé